Et si je vous disais que votre échosondeur à 1 000 € est souvent moins efficace qu'un simple clapotis sur l'eau? Ça vous paraît fou? Pourtant, c'est la pure vérité. Il y a un indice, une toute petite vague, un signe presque invisible que 99% des pêcheurs ignorent complètement. Ils sont là, assis, les yeux fixés sur leur flotteur ou leur sion, et ils passent à côté de l'essentiel. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de ce signal qui trahit la présence du poisson. Et je vous promets une chose, à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais un plan d'eau de la même manière. Vous allez comprendre pourquoi, parfois, vous rentrez bredouille alors que le vieux pêcheur à côté de vous fait un carton. Alors, la vraie question c'est, vous pensez vraiment savoir lire l'eau? Restez avec nous. On va vérifier ça ensemble. Avant de plonger dans le vif du sujet, posons un peu le contexte. Pourquoi cette histoire de petites vagues est-elle si importante? C'est simple. On dépense des fortunes en matériel. Des cannes en carbone, des moulinets ultra légers, des leurres qui coûtent le prix d'un bon repas. Des échosondeurs avec des écrans plus grands que nos téléphones. Et pourquoi on fait ça? Pour augmenter nos chances. Pour ne pas dépendre uniquement de la chance. Mais on oublie la base. On oublie l'outil le plus puissant qu'on a, nos yeux. Depuis des décennies, on nous apprend à regarder notre matériel. Surveille ton flotteur. Fais attention à ton sion. C'est devenu un réflexe. On est tellement concentré sur l'indicateur de touche qu'on devient aveugle à tout le reste. On fait confiance à un bout de plastique ou à un écran, plutôt qu'à notre propre sens de l'observation. Et c'est là que le piège se referme. Le poisson, lui, il vit dans son milieu. Il laisse des traces, il envoie des signaux, et la surface de l'eau est son seul moyen de communiquer avec notre monde. Ignorer ces signaux, c'est comme pêcher les yeux bandés. Commençons par le début. L'illusion d'une surface parfaitement calme. Vous arrivez au bord du lac, très tôt le matin. Le brouillard se lève à peine. Il n'y a pas le moindre souffle de vent. L'eau est un miroir absolu. C'est une image de carte postale. La plupart des gens voient ça et pensent « c'est mort, il n'y a aucune activité ». C'est une erreur fondamentale. Cette tranquillité apparente est une imposture. Une surface lisse n'est pas une surface vide, c'est une page blanche. C'est une toile vierge sur laquelle la moindre perturbation va être visible, comme une goutte d'encre sur du papier. Sous ce miroir, c'est l'effervescence. Des bancs d'alevins se déplacent, des écrevisses grattent le fond, des carpes fouillent la vase, et surtout les carnassiers sont en chasse. Ils sont là, juste en dessous, et ils sont trahis par la physique. Le moindre de leurs mouvements rapides près de la surface va pousser de l'eau, et cette eau poussée va créer une onde, une vaguelette. Le pêcheur lambda lance sa ligne au milieu de ce calme et attend. Le pêcheur observateur, lui, il scanne cette page blanche. Il ne cherche pas une touche, il cherche une signature. Il cherche la preuve que quelqu'un est à la maison. Maintenant, il faut être très clair sur ce qu'on cherche, car toutes les vagues ne se valent pas. C'est crucial de savoir faire la différence pour ne pas perdre son temps. La première chose à éliminer, c'est le vent. Même une brise très légère va créer un petit clapotis, des vaguelettes qui se déplacent toutes dans la même direction. C'est régulier, c'est prévisible, ce n'est pas ça qu'on cherche. Ensuite, il y a les canards, les poules d'eau, les grèbes. Tous ces oiseaux créent des ondes en nageant. Mais leurs sillages sont larges, en forme de grands V, et surtout, ils sont lents et constants. On voit l'oiseau, donc on sait d'où ça vient. Il faut aussi se méfier des rats musqués ou des ragondins qui peuvent faire des vagues similaires. Et puis, il y a les insectes. Un insecte qui tombe à l'eau crée une série de petits cercles concentriques qui s'élargissent et disparaissent. Ça peut attirer un chevesne ou une ablette, mais ce n'est pas le signe d'un prédateur en chasse. La vague que nous cherchons est différente. Elle est souvent solitaire, anormale, elle n'a pas de source visible.
Elle apparaît soudainement au milieu de nulle part et se déplace de manière erratique. C'est une anomalie dans le tableau. C'est cette anomalie qui doit allumer une lumière rouge dans votre cerveau. Pour mieux comprendre, parlons du concept de l'eau nerveuse. C'est un terme que les vieux pêcheurs utilisent. L'eau nerveuse, c'est une zone de la surface qui ne se comporte pas comme le reste du plan d'eau. Imaginez un lac parfaitement plat et soudain, dans une petite zone de quelques mètres carrés, l'eau se met à frémir, à trembler, comme si elle était parcourue de petites vibrations. Ce n'est pas un clapotis de vent, c'est plus subtil, plus localisé. Ça peut ressembler à la surface de l'eau juste avant qu'elle ne se mette à bouillir dans une casserole. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a une concentration de vie juste en dessous. Très souvent, c'est un banc de petits poissons fourrages, des gardons, des ablettes, qui sont regroupés et stressés. Ils sentent la présence d'un danger. Ils ne sont pas encore en fuite, mais ils sont sur le qui-vive. Leur mouvement collectif, leur changement de direction rapide et synchronisé, crée ce frémissement en surface. C'est l'un des indices les plus précieux que vous puissiez trouver. Voir de l'eau nerveuse, c'est comme voir un panneau clignotant qui dit « Carnassier à proximité, garde-manger ici ». C'est un signal d'alarme. L'ignorer, c'est tout simplement refuser une invitation à pêcher. Passons à un signe encore plus évident, plus direct. C'est la signature du carnassier en chasse. Il s'agit d'une vague très spécifique. Ce n'est pas un frémissement, c'est une véritable onde qui se déplace. Elle a souvent la forme d'un V très net et étroit. Elle fend la surface de l'eau sur plusieurs mètres, parfois très rapidement. Quand vous voyez ça, il n'y a aucun doute possible. C'est un poisson prédateur, un brochet, un cendre ou une grosse perche qui se déplace activement juste sous la pellicule de l'eau. Il ne chasse pas forcément en surface, mais il est si peu profond que le volume d'eau qu'il déplace avec son corps et sa queue crée cette vague. C'est l'équivalent aquatique des traces de pas dans la neige. Ça vous dit non seulement qu'un poisson est là, mais aussi dans quelle direction il va. C'est une information en or massif. Vous pouvez littéralement anticiper sa trajectoire et lancer votre leurre non pas sur lui, ce qui risquerait de l'effrayer, mais un peu plus loin sur son chemin. C'est une technique de chasse, une interception. Vous passez d'une pêche passive à une pêche d'attaque. C'est une sensation absolument grisante de voir cette vague, de lancer et de sentir la touche violente quelques secondes plus tard. Pour que vous compreniez bien, intéressons-nous à la physique derrière ce phénomène. Comment un poisson peut-il créer une vague sans même crever la surface? C'est une question de déplacement de volume. Imaginez que vous plongez votre poing rapidement dans une baignoire remplie d'eau. Même si votre poing ne sort pas de l'eau, il va créer une bosse, une onde qui va se propager. Pour un poisson, c'est exactement la même chose. Un brochet d'1 mètre qui se déplace rapidement à 50 cm de la surface pousse une masse d'eau considérable au-dessus de lui. Cette masse d'eau n'a nulle part où aller, sauf vers le haut. Elle va donc soulever la surface, créant cette fameuse vague en V. La vitesse du poisson va déterminer la vitesse et la netteté de la vague. Un poisson qui se déplace lentement créera une ondulation très douce, à peine visible. Un poisson qui accélère pour une attaque créera une vague très marquée, très rapide. Ce n'est pas une éclaboussure. Attention! Une éclaboussure, c'est quand le poisson perce la surface. La vague, elle, est un signe avant-coureur. C'est le sillage d'un sous-marin. Comprendre ce mécanisme vous aide à mieux interpréter ce que vous voyez et à juger de la taille et de la vitesse du poisson. Parlons maintenant d'un autre spectacle, tout aussi important. Il ne s'agit plus d'une seule vague en V, mais d'une zone entière qui semble entrer en ébullition. La surface de l'eau se met à pétiller, à éclabousser, comme si des milliers de gouttes de pluie tombaient au même endroit. C'est ce qu'on appelle la signature de la boule de vif, ou bite ball en anglais. C'est un banc de petits poissons qui est en panique totale.
un ou plusieurs carnassiers sont en train de les attaquer activement. Les petits poissons, pour se défendre, se serrent les uns contre les autres, formant une sphère compacte. Ils essaient de s'échapper dans toutes les directions. Certains sautent même hors de l'eau. Ce chaos indescriptible crée cette impression d'eau qui bout. C'est probablement le signe le plus excitant que l'on puisse voir au bord de l'eau. C'est la confirmation absolue, à 100%, qu'une chasse est en cours. Il n'y a plus de questions à se poser. Il n'y a plus de doute. Le restaurant est ouvert et le service a commencé. Si vous assistez à une scène pareille, laissez tomber tout ce que vous êtes en train de faire. C'est le moment ou jamais. Alors, que faire quand on voit cette fameuse boule de vif? La première erreur du débutant, c'est de lancer son leurre en plein milieu de l'ébullition. C'est une réaction instinctive, mais c'est souvent contre-productif. Pourquoi? Parce qu'au milieu de ce chaos, votre leurre est juste une imitation de plus parmi des centaines de vraies proies. La probabilité qu'un carnassier choisisse le vôtre est assez faible. De plus, lancer un gros leurre au milieu du banc peut le faire éclater et mettre fin à la chasse. La stratégie la plus intelligente est de faire preuve d'un peu de patience et d'analyse. Observez la scène. Les carnassiers attaquent rarement au cœur de la boule. Ils tournent autour, ils harcèlent les bords, ils essaient d'isoler les individus les plus faibles, les plus lents, ceux qui s'écartent du groupe. C'est donc sur les bords de l'ébullition ou juste en dessous qu'il faut lancer. Un leurre qui imite un poisson blessé et qui s'éloigne de la sécurité du banc est une cible de choix, une proie facile qu'aucun prédateur ne peut ignorer. C'est en pêchant intelligemment autour du garde-manger, et non dedans, que vous aurez les meilleurs résultats. Changeons de registre. Oublions les carnassiers un instant et parlons de la carpe. Ce poisson est beaucoup plus discret. Elle ne crée pas de vagues de chasse spectaculaires. Ces indices sont bien plus subtils, mais tout aussi révélateurs pour qui sait les lire. L'un des signes les plus connus est ce qu'on appelle les fouilles. Quand une carpe se nourrit sur un fond vaseux, elle aspire la vase pour trier les vers et les larves. En faisant cela, elle expulse de l'air de ses ouïes et remue les sédiments, ce qui libère des petites bulles de gaz piégées dans la vase. Ces bulles remontent à la surface sous la forme de chapelets de bulles très fines et persistantes. Ce n'est pas une ou deux grosses bulles qui éclatent, mais une multitude de petites bulles qui apparaissent en ligne ou en petites plaques. Souvent, on peut suivre le déplacement du poisson en suivant la progression de ces chapelets de bulles. Un autre indice est le nuage de vase. Dans une eau claire et peu profonde, on peut parfois distinguer une zone où l'eau devient subitement trouble, laiteuse. C'est le signe qu'une carpe ou une tanche est en train de remuer le fond juste en dessous. Ce sont des signes discrets, mais pour un carpiste, c'est comme trouver une carte au trésor. Il est important d'apprendre à lire la subtilité de ces signes, notamment les bulles, car tout ce qui bulle n'est pas forcément un poisson. Le fond d'un étang est un milieu vivant qui fermente. La décomposition de la matière organique, comme les feuilles mortes, produit naturellement du gaz, principalement du méthane. Ce gaz peut remonter à la surface sous forme de grosses bulles isolées, surtout si vous marchez sur le bord et que vous perturbez le fond. Comment faire la différence? Les bulles de fermentation sont souvent plus grosses, elles éclatent rapidement et sentent parfois mauvais. Surtout, elles sont statiques. Elles apparaissent toujours au même endroit. Les bulles de poisson, elles, sont différentes. Elles sont généralement plus petites, plus nombreuses et surtout, elles se déplacent. Vous verrez une série de bulles apparaître ici, puis une autre un peu plus loin, puis encore une autre. C'est la signature d'un poisson en mouvement. C'est un indice dynamique, pas statique. Apprendre à faire cette distinction vous évitera de passer des heures à pêcher sur une simple poche de gaz. C'est un détail, mais à la pêche, ce sont les détails qui font toute la différence entre une bonne et une mauvaise journée. Pour devenir un bon observateur,
Vous devez savoir que la lumière et le moment de la journée sont vos meilleurs alliés. Tenter de lire la surface de l'eau à midi avec le soleil qui tape à la verticale est extrêmement difficile. La lumière écrase les reliefs, crée des reflets aveuglants, et il est presque impossible de distinguer les détails subtils. Les meilleurs moments pour l'observation sont, sans conteste, le lever et le coucher du soleil. Pourquoi? À cause de l'angle de la lumière. Quand le soleil est bas sur l'horizon, il éclaire la surface de l'eau de manière rasante. Chaque petite ondulation, chaque vaguelette, chaque frémissement va alors créer une ombre portée. Les reliefs de l'eau sont accentués, comme les dunes dans le désert au crépuscule. La surface devient un écran à très haute définition. Les vagues en V des carnassiers, les chapelets de bulles des carpes, tout devient incroyablement plus visible, plus net, plus contrasté. C'est à ces heures magiques que l'eau vous parle le plus clairement. C'est pourquoi les pêcheurs qui réussissent sont souvent ceux qui se lèvent tôt ou qui restent tard. Ils ne le font pas seulement parce que les poissons sont plus actifs, mais aussi parce que les conditions sont idéales pour les repérer. Laissez-moi vous raconter une histoire, une situation vécue qui illustre parfaitement ce propos. C'était un matin d'octobre, sur un grand lac. Il y avait un brouillard très épais, on ne voyait pas à plus de 50 mètres. Un silence total, à peine troublé par le cri d'un oiseau au loin. J'étais là, au bord de l'eau, à ne rien faire d'autre que regarder. La plupart des autres pêcheurs étaient déjà en train de lancer leurs lignes, mécaniquement, dans la brume. Pendant 10 bonnes minutes, il ne s'est absolument rien passé. Et puis, soudain, dans une trouée de brouillard, je l'ai vue. Une simple et unique vague en V. Elle était nette, rapide, et elle se dirigeait parallèlement à la berge. Ce n'était pas grand-chose, juste une cicatrice sur l'eau qui a duré 3 ou 4 secondes avant de disparaître. Mais c'était suffisant. C'était le signal. J'avais une canne montée avec un gros leurre souple. J'ai lancé non pas sur la vague, mais environ 5 mètres devant sa trajectoire estimée. J'ai laissé couler le leurre 1 seconde, puis j'ai commencé à ramener. La touche a été d'une violence inouïe. C'était un brochet magnifique, un poisson de plus d'1 mètre. Ce poisson, je ne l'ai pas pris par chance. Je l'ai pris parce que j'ai su lire une information que 99% des gens auraient ignorée. Cette histoire nous amène à un point un peu provocateur. Parfois, il faut savoir abandonner son échosondeur. Je sais que c'est un outil formidable, surtout en bateau, pour comprendre la topographie du fond. Mais il a un défaut majeur, il vous cloue les yeux sur un écran. Pendant que vous regardez une représentation numérique du passé, car l'échosondeur montre ce que vous venez de survoler, vous ratez la réalité qui se déroule en direct tout autour de vous. C'est un paradoxe. On achète un appareil pour voir ce qui est invisible sous l'eau, et ce faisant, on devient aveugle à ce qui est parfaitement visible à la surface. L'échosondeur vous dira qu'il y a une fosse de 10 mètres à tel endroit. C'est une information utile. Mais il ne vous dira jamais qu'un brochet est en train de chasser activement à 40 mètres sur votre droite, en ce moment précis. Vos yeux, si, ils peuvent vous le dire. Il faut apprendre à utiliser la technologie comme une aide, pas comme une béquille. Le meilleur pêcheur est celui qui sait combiner les informations de son sondeur avec ses propres observations. Mais si vous devez choisir entre les deux, choisissez toujours vos yeux. Ils sont connectés en temps réel à l'action. Développer cette compétence d'observation demande de la pratique. Il faut entrer dans un état d'esprit particulier que j'appelle la transe du pêcheur. Ce n'est pas un état passif d'attente. C'est un état d'hypervigilance, de conscience aiguë de son environnement. C'est cesser de penser à sa liste de courses ou à ses problèmes de travail. C'est être totalement présent, ici et maintenant. Au lieu de regarder fixement votre flotteur, vous devez laisser votre regard balayer la surface de l'eau en permanence. Lentement,
de gauche à droite, puis de droite à gauche. Ne cherchez rien en particulier. Laissez simplement votre cerveau enregistrer les motifs normaux de l'eau. Le clapotis du vent, le courant. Après un certain temps, votre cerveau s'habituera à cette normalité. Et c'est là que la magie opère. Dès qu'une anomalie se produira, une vague qui ne va pas dans le bon sens, un remous sans raison, votre cerveau la détectera instantanément. C'est comme le fameux effet cocktail party, où vous entendez votre nom prononcé au milieu d'un brouhaha général. C'est une compétence qui se travaille, c'est une forme de méditation active. Plus vous la pratiquerez, plus elle deviendra une seconde nature. L'observation, c'est bien. Mais si vous n'êtes pas prêt à réagir, ça ne sert à rien. Voir un signe de chasse et ne rien pouvoir faire est l'une des plus grandes frustrations du pêcheur. C'est pourquoi il faut adopter une approche réactive dans son matériel. L'idéal est d'avoir toujours une deuxième canne montée et prête à l'emploi. Une canne dédiée à l'interception. Pendant que vous pêchez au posé ou avec une technique lente, gardez cette deuxième canne à portée de main. Elle doit être équipée d'un leurre polyvalent, comme un petit poisson nageur ou un leurre souple monté sur une tête plombée légère. Quelque chose qui se lance loin et qui entre en action rapidement. Dès que vous repérez une chasse, une vague suspecte ou une zone d'eau nerveuse, vous n'avez pas le temps de changer de montage. Il faut pouvoir poser votre première canne, saisir la seconde et lancer en moins de 10 secondes. L'opportunité est souvent fugace. La chasse peut durer moins d'une minute. Être prêt à réagir instantanément, c'est ce qui transforme un simple observateur en un pêcheur redoutablement efficace. Parlons maintenant de l'erreur la plus commune, même chez les pêcheurs qui ont repéré le signe. C'est l'hésitation. Vous voyez la vague. Votre cerveau a identifié le signal. Et là, une fraction de seconde, vous doutez. Est-ce que c'est bien un poisson? Est-ce que ça vaut le coup de lancer? Je suis bien installé. Je vais peut-être attendre de voir si ça se reproduit. C'est fini. L'opportunité est passée. Le poisson s'est déjà déplacé de 10 mètres. La fenêtre de tir est extrêmement courte. Quand vous voyez un signe qui vous semble prometteur, il ne faut pas réfléchir. Il faut agir. Lancer. Qu'est-ce que vous risquez? Au pire, vous vous trompez, ce n'était qu'un courant ou un oiseau et vous n'avez perdu que quelques secondes. Au mieux, vous ferez le poisson de votre journée. La pêche de réaction est une pêche d'instinct. Il faut faire confiance à sa première impression. C'est souvent la bonne. L'excès d'analyse mène à l'inaction. Et à la pêche, l'inaction, c'est la garantie de rentrer bredouille. Alors, la prochaine fois que vous voyez quelque chose, n'attendez pas. Lancez d'abord. Posez-vous des questions après. Il faut être honnête. Cette technique a un ennemi juré, le vent. Quand le vent se lève et que la surface de l'eau est couverte d'un clapotis constant, lire l'eau devient extrêmement compliqué, voire impossible. Les petites vagues créées par les poissons sont noyées dans le bruit de fond des vagues créées par le vent. C'est comme essayer d'entendre un murmure dans une salle de concert de rock. Dans ces conditions, il ne faut pas s'acharner. Il faut changer de stratégie. Il faut alors se fier à d'autres indices. La structure des berges, les zones d'ombre, les obstacles immergés ou les informations de votre échosondeur. L'observation visuelle de la surface est une technique de temps calme ou de vent léger. C'est une corde de plus à votre arc, mais ce n'est pas la seule. Un bon pêcheur est celui qui sait s'adapter aux conditions. Si le vent souffle, il pêche différemment. Mais dès que le vent tombe, dès que l'eau redevient un miroir, son premier réflexe doit être de relever la tête et de se remettre à lire la surface. Chaque condition météo a ses propres secrets et ses propres techniques. Le vent ferme une porte, mais il en ouvre souvent une autre. Comment faire pour s'entraîner? Comment éduquer son œil à voir ces détails? Ce n'est pas si compliqué. La prochaine fois que vous irez à la pêche, imposez-vous un petit exercice. Pendant les 15 premières minutes, ne pêchez pas. Ne montez même pas votre ligne.
Asseyez-vous simplement au bord de l'eau avec une paire de lunettes polarisantes si possible et regardez. Forcez-vous à ne rien faire d'autre. Observez le sens du courant. Observez comment le vent, s'il y en a, dessine des motifs sur l'eau. Regardez les insectes, les oiseaux. Imprégnez-vous de l'ambiance et de la normalité du plan d'eau. Faites cet exercice à chaque sortie. Petit à petit, votre cerveau va construire une base de données de ce qui est normal. Et très vite, vous commencerez à repérer instinctivement ce qui est anormal. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, on ne comprend rien. Puis on commence à reconnaître quelques mots. Et un jour, sans même s'en rendre compte, on comprend des phrases entières. Entraîner son œil, c'est exactement la même chose. C'est un investissement en temps qui vous rapportera bien plus que le plus cher des leurs. Il faut savoir que les vagues ne sont pas les seuls indices visuels. L'écosystème tout entier vous envoie des signaux. Par exemple, les oiseaux. Si vous voyez un martin pêcheur ou un héron fixé sur un point précis, il y a de fortes chances qu'il ait repéré des alevins. Et qui dit alevin dit carnassier potentiel à proximité. De même, si vous voyez un groupe de sternes ou de mouettes qui plongent frénétiquement au même endroit au large, c'est un signe infaillible de chasse. Elles attaquent par le dessus les mêmes petits poissons que les perches ou les cendres attaquent par le dessous. C'est un double assaut. Un autre indice peut venir des insectes. Si vous voyez un groupe de libellules ou d'éphémères qui volent en rase-motte au-dessus d'une zone précise, c'est souvent parce qu'une éclosion est en cours. Cela va attirer les poissons blancs, qui eux-mêmes attireront les prédateurs. Il faut apprendre à voir le plan d'eau non pas comme une simple étendue d'eau, mais comme un système interconnecté où chaque élément peut vous donner une information sur un autre. Le bon pêcheur n'est pas seulement un pêcheur, c'est un naturaliste. Au fond, ce que nous décrivons ici, c'est un changement complet de mentalité. C'est passer du statut de pêcheur attentiste au statut de pêcheur-chasseur. Le pêcheur attentiste lance sa ligne et attend que le poisson vienne à lui. Il subit l'environnement, il espère. Le pêcheur-chasseur, lui, est proactif. Il ne s'installe pas au hasard, il observe, il analyse, il cherche des signes. Il se déplace pour aller vers le poisson, il ne l'attend pas. C'est une approche beaucoup plus engageante, beaucoup plus intellectuelle et, au final, beaucoup plus gratifiante. Chaque sortie de pêche devient une enquête, une partie d'échecs contre le poisson. Vous n'êtes plus un simple cueilleur qui attend que le fruit tombe de l'arbre. Vous êtes un prédateur qui utilise son intelligence et ses sens pour traquer sa proie. Cette mentalité change tout. Elle vous rend plus mobile, plus attentif, plus efficace. Et même lorsque vous ne prenez rien, vous avez la satisfaction d'avoir appris quelque chose sur le comportement des poissons et le fonctionnement du lieu. Vous ne rentrez plus jamais vraiment bredouille. En conclusion de cette partie, il faut comprendre que maîtriser cette seule compétence, la lecture de l'eau, aura un effet domino sur toute votre pratique de la pêche. C'est la compétence fondamentale, le socle sur lequel tout le reste repose. Quand vous savez où se trouvent les poissons, le choix du leurre, de la couleur, de la technique devient presque secondaire. Vous pouvez avoir le meilleur leurre du monde. Si vous le lancez dans une zone vide, il restera un bout de plastique ou de métal inerte. En revanche, si vous lancez un leurre moyen au bon endroit et au bon moment, là où les poissons sont actifs et en train de se nourrir, vos chances de succès explosent. C'est la différence entre le hasard et la stratégie. Apprendre à lire l'eau, c'est arrêter de jouer à la loterie et commencer à pêcher avec un plan. C'est ce qui sépare les pêcheurs du dimanche de ceux qui prennent régulièrement du poisson. C'est un savoir qui ne dépend d'aucune marque, d'aucun budget. Il dépend uniquement de votre curiosité, de votre patience et de votre envie d'apprendre. Alors, pour résumer tout ça, quel est le message principal? Il est simple. Arrêtez de regarder votre canne et levez les yeux.
Votre matériel est un outil, mais votre meilleur atout, ce sont vos sens. Cette petite vague, ce frémissement, cette ébullition en surface, ce n'est pas un détail anodin. C'est le poisson qui vous parle. Il vous dit « Je suis là ». Le véritable tournant dans la vie d'un pêcheur, ce n'est pas le jour où il achète une nouvelle canne hors de prix. C'est le jour où il comprend qu'il doit passer plus de temps à observer l'eau qu'à regarder son équipement. C'est ça, le vrai « voilà le tournant ». Ça change tout, parce que vous ne pêchez plus au hasard. Vous pêchez avec une intention, vous visez une cible que vous avez vous-même identifiée. Votre confiance augmente et vos résultats aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a ouvert les yeux, ou si vous avez appris quelque chose, mettez un pouce bleu. Ça nous aide énormément et ça soutient la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains conseils. Maintenant, j'ai une question pour vous, et soyez honnête. Avant de voir cette vidéo, passiez-vous la majorité de votre temps à regarder votre sion ou à scanner la surface de l'eau? Dites-le nous dans les commentaires, on est curieux de savoir.